Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour chers auditeurs, content et ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouveau épisode d'Éco-Afrique, votre émission économique qui décortique l'économie africaine pour vous. Depuis des décennies, le commerce intra-africain reste paradoxalement l'un des plus faibles au monde, représentant moins de 15% des échanges totaux du continent, contre plus de 60% pour l'Europe ou l'Asie. Pourtant, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, l'Afrique s'est dotée d'un des plus grands marchés communs au monde. Cette ambition de fluidifier les échanges, de développer les chaînes de valeur régionales et de booster l'industrialisation pourrait-elle enfin transformer l'économie africaine de l'intérieur ? La question demeure ouverte et pour répondre justement à cette question et à bien d'autres, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau d'Éco-Afrique Mansour Bouderba, vice-président de la CAPC. Bien bonjour à vous, Mansour Bouderba. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation et mes salutations à tous nos auditeurs en Algérie et à l'étranger bien sûr. Tout le plaisir est pour nous. Nous avons également avec nous le chef d'entreprise Samuel Akizimana. Bien bonjour à vous, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et Mzouara Al-Hiani également est avec nous, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Mzouara Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais. Alors, un échange entre Mansour Bouderba et Samuel Akizimana sur le terme chef d'entreprise, c'est ça ? Non, pas du tout. Sur le Swahili, je voulais qu'ils disent bonjour en Swahili. En Swahili. Jambo. C'est ça le piège, en fait. C'est vrai qu'on est très écoutés par nos chers auditeurs qui parlent le Swahili et qui comprennent le Swahili. Africains, nos frères africains. Voilà, nos confrères africains. Donc, c'est vrai qu'on dit jambo en Swahili pour dire bonjour. Alors, tu vois. Je le disais, le commerce intra-africain, voilà, le commerce qui rapproche tous les pays du continent africain. Peut-être cette question, pourquoi le commerce intra-africain reste-t-il historiquement si faible, Mansour Bouderba ? Bien, parce qu'en économie, il y a une règle. Il y a en fait, où on bâtit une stratégie sur l'offre et la demande, ou sur les décisions administratives. Malheureusement, l'Afrique sort d'une période de colonisation dans laquelle la partie administrative a pris le dessus. Mmh. Donc les règles de l'offre et de la demande du marché, la liberté des capitaux, d'investir, la libre circulation des populations et des capitaux est un handicap pour le développement économique de notre continent. Nous aurions souhaité, depuis une cinquantaine d'années, où tous les pays aujourd'hui ont accédé à leur indépendance, qu'il y ait véritablement une réflexion dans ce sens pour, n'est-ce pas, encourager le milieu associatif, la société civile, et aller vers des échanges plus fluides, basés sur la confiance, basés sur l'intérêt mutuel, basés sur un partenariat gagnant-gagnant, dans lequel les populations s'échangent en toute liberté, en toute confiance et sans a priori, qui sont les séquelles du colonialisme en fait. Mmh. C'est le colonialisme qui nous a rendus un peu réticents à une stratégie de boostage ou de promotion des échanges culturels, économiques, politiques et des populations africaines. Et c'est un gros handicap pour l'avenir. Donc nous traînons des sabots, il va falloir, nous, notre génération, trouver des solutions rapides pour rectifier le tir et permettre à ce merveilleux continent dans lequel nous avons toutes les richesses minérales. Aujourd'hui, la diaspora africaine dans le monde est une diaspora qualifiée. Exactement. Dans tous les domaines. Les capitaux, il y a de gros capitaines d'industrie qui se sont installés dans un certain nombre de secteurs au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie ou en Égypte, dans lequel il devrait y avoir un brassage des affaires qui permettent à l'enrichissement des populations. L'amélioration des conditions de vie des Africains est une priorité de cette, n'est-ce pas, ce que vous avez cité au début de votre intervention, c'est-à-dire l'intégration inter-africaine. Voilà. On ne peut pas le faire
si on n'a pas une stratégie intelligente. Bien ficelé, bien... Oui. Bien sûr, qui répondent aux aspirations des peuples. C'est très important. Nous souffrons encore de quelques insuffisances. Nous souhaitons que les choses changent rapidement pour le bonheur de tous les Africains. Nous le méritons en tout cas, parce que la chandelle en vaut le coup. C'est à nous organiser, à nous faire confiance, à dépasser nos clivages. Nos idéologies peuvent être diamétralement opposées, mais pas les objectifs d'intégration africaine. Voilà. Exactement. Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler les organisations sous-régionales, les communautés économiques, voilà. Est-ce qu'ils ont... Il y a un effort qui a été fait là-dessus. Justement. L'intégration. Voilà, la CEDEAO, la communauté aussi est-africaine. Oui. Est-ce que ces organisations, peut-être pour Samuel Akizmana, qui est un expert des Grands Lacs, est-ce que ces organisations aujourd'hui sont utiles pour l'intégration intra-africaine ? Oui, je dirais déjà, on peut reconnaître que ces organisations sont en train de faire du travail et on commence à avoir des fruits. Parce que si on regarde même... par contre, on peut parler par exemple de l'UEMOA. Par exemple, si on parle de l'UEMOA, si on parle de la CEDEAO par exemple, la CEDEAO était une communauté qui montrait plus d'exemples au niveau africain parce qu'on voyait qu'il y avait plus d'échanges, il y avait des processus qui étaient mis en place, un seul passeport, etc. Mais avec ce qui s'est passé... C'était bien médiatisé. Très important. Très, très bien médiatisé. Donc, il montrait un peu l'exemple. Par après, on a vu un peu qu'il y a un exemple d'intégration. Exactement, parce que ce qui se passe avec certains pays qui commencent à quitter, etc. Mais les pays de l'AES, voilà. Les pays de l'AES. Mais toujours dans ces mêmes mesures, on peut parler aussi de la communauté de l'Afrique de l'Est, qu'on appelle, nous, les personnes qui habitent à l'Afrique de l'Est, East African Community. Là aussi, on voit qu'il y a un bon relance parce qu'on peut regarder actuellement l'Est Africa Community. Ils ont réussi à faire ce que la CEDEAO a fait aussi parce que nous avons un seul passeport. C'est un passeport commun où, par exemple, étant un Tanzanien, étant un Burundais, étant un Kenyan, étant un Ougandais, un Rwandais, etc., on peut circuler à travers toute l'Afrique de l'Est. Libre circulation. Libre circulation, on peut commercialiser. C'est-à-dire que les produits fabriqués au Burundi peuvent transiter au Rwanda pas de tarifs douaniers. Pas des tarifs douaniers, etc. Donc il y a des processus qui ont été mis, on voit qu'il y a cette avancée. Parce que si on regarde même dans la perspective de l'Afrique de l'Est, parce que je peux parler plus de l'Afrique de l'Est parce que je maîtrise plus, dans l'Afrique de l'Est, par exemple, il y a une perspective d'ici 2026 qu'il y ait un seul monnaie. C'est-à-dire que nous partons vers un seul monnaie, la monnaie de l'Afrique de l'Est, pour que nous puissions atteindre encore cette intégration intra-africaine. Donc il y a des avancées qui sont en train d'être faites. C'est-à-dire que ces blocs-là, il y a des résultats à travers des blocs. Mais nous aimerions plus d'avoir que au-delà de ces blocs, que nous ayons des résultats encore plus concrets à travers la ZLECAf des zones de libre-échange africain. Parce que c'est là, si on regarde, c'est un marché qui va valoir plus de 3 400 milliards de dollars. C'est-à-dire que si, en tant qu'Africains, nous n'arrivons pas à profiter de ce marché, les autres en profiteront parce que c'est un marché qui est très intéressant pour la communauté africaine. Mais ce marché-là, il faut que les Africains, nous en tant qu'Africains et surtout les acteurs économiques, il faut que nous en profitons de plus en plus. Parce que si on ne le fait pas, parce que si on regarde les échanges entre les pays africains, en globalité, ils sont aux alentours de 17%. Donc, les pays africains n'échangent pas assez entre eux. Ça serait dommage. Parce que si on ne le fait pas, croyez-moi, les autres vont le faire. Parce que si on regarde déjà avec ce qui se passe avec le nouvel ordre mondial qui se dessine, on va voir que très bientôt, on va voir que tout ce que les Occidentaux n'arrivent pas à vendre, ils vont les jeter au niveau de l'Afrique. Parce qu'ils vont vouloir que ça part en Afrique. Tout ce que les Chinois n'arrivent pas avant, ils vont vouloir que ça passe en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique peut être, on peut dire que ça peut être un grand marché pour eux. Mais si nous arrivons à nous mettre tous d'accord et qu'on commence à bien travailler ensemble, je pense qu'on peut faire évoluer le taux de transaction entre pays africains. C'est qui serait intéressant, passer au moins de 17%, arriver au moins à 50%. Mais pour ça, il y a beaucoup à faire, comme M. Boudiaba était en train de le dire, parce qu'on a hérité d'un héritage colonial qui est un peu lourd, mais il est temps, il faut que les acteurs économiques et les gouvernements puissent un peu dynamiser ce côté-là parce qu'il y a tout à y gagner et tout à perdre si on ne se réveille pas parce que l'Afrique, c'est un marché dont tout le monde veut actuellement. Alors, exactement. On va garder cette phrase. L'Afrique est un marché que tout le monde veut exploiter. Mazroul El-Hayani, en parlant justement de ces organisations, quel pays, selon vous, ou quelle région d'Afrique commerce le plus entre eux ? Quelle région d'Afrique commerce le plus entre eux ? Est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest ? Est-ce que c'est l'Afrique de l'Est ? Bon,
statistiquement, genre économiquement parlant, Oui. chiffres, ça je ne pourrais pas dire, malheureusement, je ne sais pas les chiffres, c'est quelle zone en Afrique qui commerce le plus, mais je dirais que toutes les zones commencent il y a cette volonté de commercer, de travailler ensemble. Samuel a parlé du East African Community, je pense que c'est, pour moi personnellement, je pense que c'est le meilleur exemple à donner parce qu'il y a un autre aspect, un autre exemple que je pourrais citer, c'est l'exemple de Djibouti, Addis, Soudan du Sud, Kampala et Rwanda. Au lac Victoria, il y a quand même une nouvelle perspective qui est en développement. D'accord. C'est construire une route pour décharger un peu les ports et aussi D'accord. offrir aux pays qui sont enclavés une perspective un accès vers vers justement Voilà, la mer donc, Rouge. Voilà. C'est des exemples qui sont bien. Il y a plus de projets dans ce sens-là et ça permet de lasser un peu la pression sur les ports, Dar Salam, etc. Je dirais que l'Afrique de l'Est, c'est un bon exemple. Se débrouille pas mal, oui. Elle se débrouille pas mal de ce côté-là. Et d'ailleurs, comme Samuel et M. Monsef de Boudelba étaient en train de le dire, l'Afrique, c'est le continent, on a 30 000 kilomètres de côte maritime. De côte maritime, mais seulement 9% d'échanges avec le reste du monde. Donc, je pense que là, il y a un énorme potentiel, mais on a toujours des défis, on a toujours des problèmes qui persistent. L'accès à la route, déjà, quand on parle d'échanges commerciaux en Afrique, il n'y a que 29%, je dirais 29% des échanges, c'est le coût de transport qui se charge sur le produit. Donc, si on vend un produit entre l'Algérie et un autre pays d'Afrique, 29%, ça part dans le transport. Donc là, c'est perdu. Et tous les échanges qu'on fait entre nous, ça passe en route et ça prend beaucoup de temps. Et si on reste sur c'est l'exemple des échanges maritimes, on a un temps d'attente dans les ports qui est extrêmement... c'est lent quand même. Ça part jusqu'à 22 jours, 23 jours d'attente. Alors que dans d'autres ports, ça passe 3 jours, 10 jours maximum. Donc là, je dirais que c'est un autre défi. C'est beaucoup de problèmes qu'on rencontre. Même si les gouvernements, ils essayent de faire plus, ils essayent de faire mieux. Je dirais que le combat en Afrique, c'est la complémentarité parce qu'on n'arrive pas à être unis malgré tout. Chaque pays essaye de faire le maximum, essaye de faire tout par lui-même au lieu de se compléter avec un pays voisin. Genre, on a tout ce qu'il faut. Si on réussit à mettre la main dans la main ensemble, si on réussit à... Genre, un pays qui est excellent dans un truc, il se met en relation avec un autre pays voisin, etc. Bah, je dirais que c'est l'exemple, c'est la meilleure combinaison à donner. Donc, voilà. Aujourd'hui en Afrique, on a besoin de ça, on a besoin de commencer. Et il y a pas mal d'exemples. La Banque africaine, déjà, Afreximbank, elle a dit que 30 milliards à 60 milliards chaque année, on les perd en Afrique de commerce. Juste à cause de ces challenges qu'on rencontre chaque jour. Exactement. Transport, financement, etc. Donc, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de challenges pour l'Afrique, mais je dirais que les pays, maintenant, ils peuvent relever ce défi. Oui, ils peuvent relever ce défi quand même. Ouais. Voilà. Je dirais qu'on est sur la bonne voie. Voilà. On est peut-être sur la bonne voie. On doit commencer. Pour commencer, l'Union africaine a proposé, Monsef Boudelba, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. En quoi cette ZLECAf peut-elle changer la donne, Monsef Boudelba ? Écoutez, les intentions sont bonnes. Ouais. Créer des espaces de réflexion, d'échange d'idées et de mise en place d'une stratégie d'intégration, c'est toujours une bonne chose. Nous l'accueillons avec grande satisfaction. Ce qui est important et ce qui est en train de se passer actuellement à la ZLECAf, c'est l'accélération des réformes au niveau des différents pays, la mise à niveau, normative. Donc c'est le premier résultat tangible. Voilà, pour pouvoir intégrer, il y a une politique, par exemple, sur ce qu'a dit notre ami Samuel, sur, par exemple, la normalisation des tarifs douaniers, l'intégration de toutes ces réflexions des barrières, du commerce intra-africain en général, d'ailleurs. Donc, tout ça, c'est en plus mettre un cadre juridique pour permettre aux entreprises d'aller dans des pays étrangers en dehors de leurs frontières, en toute tranquillité, avec une couverture légale qui leur permette d'avoir une activité économique sous protection de l'ensemble des pays africains. Ça, c'est très important,
qu'il y ait de la réciprocité, qu'il y ait des actions qui soient menées en totale complémentarité de tel ou tel secteur d'activité. Par exemple, nous pouvons, en ce qui concerne l'Algérie, par exemple, on va citer un cas très particulier. En Éthiopie, je pense que l'Éthiopie est un pays aujourd'hui où l'Algérie peut tranquillement s'installer durablement sur un certain nombre de créneaux en ce qui concerne l'industrie. L'Algérie offre, par exemple, nous avons réussi dans un certain nombre de secteurs clés d'activité qui nous permettent, par exemple, tout ce qui est agro-industrie, tout ce qui est ciment, tout ce qui est fer, tout ce qui rentre dans la construction en Algérie. Aujourd'hui, les maisons sont faites 100% avec les moyens de bord qui existent en Algérie. C'est du 100% Made in Algeria. Donc tout ça peut être exporté en Éthiopie, peut être exporté dans toute la corne de l'Afrique, peut faire profiter à nos amis de toute cette région de notre expertise, notre savoir-faire, la qualité de nos produits. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire en Algérie est une des plus fortes en Afrique. Elle fait des percées en Europe intéressantes. Nous, en ce qui concerne les matériaux de construction, que ce soit la céramique ou le fer ou le ciment, l'Algérie aujourd'hui est un pays nettement exportateur de ces trois produits aux normes internationales. Donc nous pouvons participer à tous les plans n'est-ce pas, de la reconstruction de l'Afrique, de logement, en toute tranquillité, dans les normes internationales. On peut participer à une intégration intra-africaine du logement africain. Ça, c'est très important. Donc je pense que les choses sont en train de se faire. L'ASDECAF doit servir à tout ça. Mais encore une fois, permettez-moi, si vous souhaitez, M. Belouchette, d'insister lourdement, c'est pas en créant des organismes, un organisme qui doit piloter, c'est véritablement les chambres de commerce, les organisations patronales qui doivent s'intégrer, échanger entre elles toutes, n'est-ce pas, les idées, toutes les informations de tel ou tel marché. Nous, quand on s'est déplacé en Côte d'Ivoire, on s'est déplacé en Mauritanie, on s'est déplacé au Sénégal, on aimerait continuer notre expérience. Exporter, c'est un métier très difficile. Nous nous adressons à des partenaires de tous ces pays que je viens de citer. Nous souhaitons mettre en place un véritable programme de partenariat gagnant-gagnant pour nos amis sénégalais, mauritaniens ou ivoiriens, mais en même temps, nous aussi, on doit gagner. Donc, il y a du travail à faire sur nous-mêmes, il y a un travail de sensibilisation à faire pour pouvoir aller durablement rentrer dans une compétition, parce que laissez-moi vous dire, la concurrence est féroce. Très rude, voilà. Les Chinois tapent à la porte, les Turcs, les Libanais sur le plan des services, uniquement bancaires, financiers et des assurances. Sur le plan industriel et agricole, ils sont out, ils n'ont pas la capacité, le Liban ne produit rien du tout. Mais par contre, ils ont l'engineering financier, ils ont l'engineering de tout ce qui est services, prestations, par exemple, le montage des projets, tout ça, c'est des bureaux d'études très intéressants. Donc c'est le secteur tertiaire, voilà. Voilà, oui, c'est les services. Les Libanais sont très forts, ils sont associés aux Égyptiens, ils travaillent aux normes internationales, ils existent. Mais pour l'industrialisation, c'est beaucoup plus la Turquie et la Chine. L'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud sont en pole position en ce qui concerne l'industrie en général. Il y a des secteurs où l'Algérie domine, il y a des secteurs où le Nigeria fait mieux, il y a des secteurs, par exemple la pétrochimie au Nigeria, elle est plus en avance qu'en Algérie. Pour citer un cas, en Afrique du Sud, il y a aussi le tourisme, il y a la gestion des ports, il y a un certain nombre de la gestion des infrastructures. L'Afrique du Sud a véritablement une politique d'infrastructure. Mais M. Boudelboe, ne pensez-vous pas que peut-être ce qui pourrait justifier ce taux très faible du commerce intra-africain, c'est peut-être le manque de routes, d'infrastructures, de chemins de fer, de ponts entre les pays africains? Écoutez, là, c'est vrai, il y a des lacunes sur ce plan-là. L'Algérie a avancé un projet extrêmement intéressant, c'est le projet de la route transsaharienne, un projet qui reliera l'Algérie au Tchad, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, jusqu'au Nigeria, jusqu'à Lagos, donc le golfe de Guinée, un projet très ambitieux, mais pour les autres parties de l'Afrique, les autres régions de l'Afrique. Non, le problème laissez-moi vous dire en toute sincérité, il ne faut pas se mentir. Il faut que nos auditeurs connaissent aussi la vérité. Ce sont des produits très coûteux. Ce sont des projets où il faut des investissements étrangers. Attention, il faut un concours financier. Ce sont des montages qui sont faits par la Banque mondiale ou par la Banque africaine de développement ou par la Banque... Mais sont ces projets, le commerce intra-africain ne pourra pas s'enrichir. Oui, c'est une des priorités. Il faut une intégration de la logistique, il faut le train.
il faut la route, il faut le maritime, parce que par contre, les infrastructures, si vous allez à Abidjan, à Cotonou ou à Lomé, les ports africains, laissez-moi vous dire, sont des ports aux normes internationales, ils sont bien gérés, ils fonctionnent très bien. Donc il y a des choses qui sont faites. Il faut un peu plus d'argent, il faut que les Chinois, les Indiens dans le BRICS, il faut attirer le maximum d'IDE pour que ces investissements ne soient pas coûteux pour les pays africains, parce que l'Afrique, ils ont le potentiel en minéraux, en sous-sol, en ressources humaines, etc. Mais financièrement, nous sommes des pays encore très faibles. Donc on peut pas, il faut des concours financiers. Il faut que les grandes puissances financières, je pense à nos amis coréens du Sud, à Singapour, tous ces gens-là doivent venir chez nous en Afrique avec des gros capitaux et se lancer dans ce genre d'infrastructure, parce que nous tout seuls on peut pas le faire. Attention, ça va nous coûter beaucoup d'argent, ça va nous retarder dans les délais et on ne pourra pas lancer une véritable politique intra-africaine de développement et d'intégration. Donc il faut aller vite, et pour aller vite il faut beaucoup d'argent, il faut des fonds, il faut lever des fonds. La création de fonds d'investissement, c'est une bonne chose, en partenariat avec les Asiatiques. Il faut faire une tournée de sensibilisation, il faut que nos dirigeants ou chefs de projet de ce genre d'infrastructure aillent dans les pays, frapper à la bonne porte pour attirer les capitaux nécessaires pour développer le train, pour développer les autoroutes, pour développer encore les infrastructures portuaires, aéroportuaires, etc. C'est clair que c'est un passage obligatoire. Et en plus, le continent est vaste. Attention, les distances sont énormes. C'est des milliers de kilomètres pour aller d'Alger à Dakar. Donc, il ne faut pas... Ou arriver à Lomé. Donc, seul, on ne peut pas le faire. En association, c'est possible. Il y a un clin d'œil. Donc, c'est un projet ambitieux. Il y a un clin d'œil qui doit être lancé à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis aussi. Il faut que les États-Unis s'intéressent un petit peu plus à l'Afrique. Bon, c'est à nous, comment on appelle ça, à bien présenter le produit, à soigner son emballage, pour que la mariée puisse trouver, n'est-ce pas, un mari. Sinon, on ne pourra pas faire ce projet tout seul. Hein. On va se retrouver, voilà. vieille femme. Elle va rester célibataire. En fait, ce qui m'intéresse avec Samuel ça, c'est Klimana, que vous étiez en train de dire, ça se voit, c'est beaucoup d'années d'expérience. Et ça se voit qu'il y a de l'expérience à côté, ça se voit qu'il y a l'envie de choses plus concrètes, de sortir, changer les choses. Parce que ça se voit qu'il y a cette ouverture d'esprit qui montre en disant oui, on a des avantages, il y a tout ce qu'on dit, etc. Mais il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut de l'argent. Et de l'argent, il faut maintenant effectuer certains montages financiers dignes de ce nom pour arriver à cela. Et pour ça, ce qui m'intéresse sur ce qu'il était en train de dire à travers ces années d'expérience, c'est parce qu'il a montré le côté où il faut plus savoir diversifier ses partenaires. Il a parlé des Coréens, il a parlé des Chinois, il a parlé des Indiens, etc. Des Américains, des Américains. C'est-à-dire que ça montre que l'Afrique a besoin des partenaires fiables des partenaires qui comprennent le projet. Surtout ce qui termine avec une phrase qui est très importante en disant c'est à nous de bien présenter la mariée pour que la mariée aussi trouve preneur. C'est-à-dire qu'en trouvant preneur, il y a possibilité de réaliser tous ces projets. Ce qui montre qu'il y a beaucoup d'années d'expérience. Et c'est ce qui est très important parce que l'Afrique, il y a cette volonté parce qu'il représente, il est vice-président du patronage algérien. Ça montre déjà qu'il y a cette volonté à travers des acteurs économiques africains de vouloir qu'il y ait cette intégration à travers les projets comme la ZLECAf, etc. Exactement. Mais il y a aussi des défis. Et ces défis-là, il y a cette nécessité que nous marchons en tant que bloc, nous marchons en tant que des personnes ayant la même vision et les mêmes idées et surtout diversifier des partenaires. Ce qui est très, très, très intéressant. Exactement. Mazhoura El-Hayani, oui. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à cela. En fait, parlant de la mariée, je dirais que. C'est pas péjoratif, hein. Je sais. C'est pas mon intention, hein. Non, ce sont des éléments de langage. Je voulais juste ajouter un petit point en parlant de financement. C'est que nous aussi, on doit faire la promotion de certains produits africains, de certains produits que l'Union africaine met en avant. Il y a le Pan-African Payment and Settlement System. Ça, il y a peu de gens qui entendent parler, alors que ça concerne les PME africaines. Ça veut dire que maintenant, c'est Afrexim Bank, l'Union africaine et la zone de libre-échange. C'est les trois
qui financent ce projet et qui le soutiennent. C'est par exemple une entreprise algérienne qui veut acheter ou vendre des produits, elle va payer en dinars et l'autre reçoit par exemple en shilling kenyan. Oui, c'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. Voilà, c'est les banques centrales des pays qui s'en mettent en relation. Je dirais que c'est un panier en fait de monnaie qui est compressé pour que les transactions aillent vite. Exactement. Voilà. Et ça permet par exemple, il faut qu'on fasse la promotion de ce genre de produits parce qu'il y a peu de gens qui connaissent. Donc par exemple, des entreprises algériennes, elles trouvent toujours un obstacle, ils utilisent le paiement. L'excuse, voilà. L'excuse, c'est le paiement, c'est le manque de convertibilité avec les monnaies africaines, entre le dinar, entre le franc CFA. Beaucoup d'entreprises... C'est du colonialisme, pas de confiance. C'est vrai. Et beaucoup d'entreprises aussi, ils passent par exemple par le dollar ou l'euro. Donc, alors qu'il y a une politique monétaire, justement, l'intégration régionale. Et ça, il faut qu'on commence à soutenir et être partie prenante de nos projets qui sont lancés par l'Union africaine. Donc, voilà, c'est ce que le je climat des affaires, vous savez, pour un petit peu résumer ce que vous dites, c'est très intéressant ce que vous soulevez. Le climat des affaires ne peut s'améliorer que si véritablement il y a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous, en Algérie, vous connaissez un petit peu notre parcours économique. Nous avons un secteur étatique très puissant encore en Algérie. Ce n'est pas le cas des pays africains. La plupart des pays africains sont des pays dont l'économie est basée sur le secteur privé, n'est-ce pas ? Privé ou informel, des fois. Oui, mais écoutez, l'informel, vous savez, il y a des solutions pour l'informel. Ça passe c'est un moteur, c'est un frein pour le commerce intra. C'est un moteur. Il faut pas, vous savez, on est des Africains. Vous allez à Tamanrasset, les gens ne savent pas ce que c'est le dinar. Ils font du troc. C'est des traditions ancestrales qu'il faut respecter. Ce sont nos coutumes, c'est ce qui nous différencie. Ça, il faut pas, attention, il ne faut pas jouer là-dessus. Non, il faut pas couper les gens de leur civilisation. C'est très mauvais. On n'est pas tous des... On n'habite pas au Tennessee. Tamanrasset, c'est à Tamanrasset. Tamanrasset, c'est 90% de la population d'origine africaine qui vit chez nous et qui a les mêmes droits que tous les Algériens. Et nous sommes très fiers de ça, d'ailleurs. Moi, je suis un partisan de la généralisation de cartes d'identité. Tout ça doit faire partie d'un package intelligent pour intégrer les Africains chez nous, pour dépasser. Il y a des métiers qui ne sont plus faits par les Algériens, qui sont faits par les Africains. Malheureusement, il faut donc leur permettre d'avoir une sécurité sociale, leur permettre d'avoir le droit à travailler, comme dans tous les pays du monde. Il faut penser à tout ça, parce que c'est des solutions d'avenir. C'est fait en Europe. Et nous qui sommes entre Africains, on ne le fait pas chez nous. C'est pas normal. Nous devions donner cet exemple. Nous avons une population africaine qui est chez nous, qui existe, qui travaille au noir, puisque vous avez parlé de secteur informel. Le secteur sans facture ni rien. Mais c'est pas normal, il faut les protéger. Il faut normaliser. Bien sûr, il faut leur donner leurs droits, et puis en même temps, même sur le plan sécuritaire, ça permet à l'Algérie d'avoir Monsieur Samuel, de savoir où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il travaille. Et combien il paie d'impôts. Oui, il a une fiche de paie, par exemple, bien sûr. C'est ça l'intra-africain. Est-ce que la ZECLAF a pensé à ça ? Je ne pense pas. Alors que c'est un facteur humain très important, qui n'est jamais soulevé dans les réunions de la ZDCAP. Moi, j'ai participé il y a quelques années. Régulariser le secteur informel. Bien sûr, comme, écoutez, le président de la République, quand il a parlé, entre guillemets, du CABA, exactement. Il leur a dit, mais donnez-leur les registres de commerce. Il faut trouver des solutions humaines, intermédiaires, qui permettent de donner l'espoir aux Africains. Parce que si un Algérien ne peut pas se marier à Dakar, ne peut pas fonder un foyer à Dakar, ne peut pas acheter un appartement à Dakar, ou à Bamako, ou à Niamey, pourquoi voulez-vous que ce Nigérien, ou ce Malien, ou ce Sénégalais n'ait pas les mêmes droits que cet Algérien à Alger ? C'est ça l'intégration africaine. Si on ne fait pas ça, on n'a rien fait. Mais bien sûr, si on permet... Ça ne veut pas dire que tout le monde doit venir travailler en Algérie. Mais moi, je connais des gens. On a été à Nouakchott à un moment donné, on a parlé de la route qui a été proposée de 700 km pour désenclaver le nord de la Mauritanie, pour que nos camions algériens arrivent jusqu'à Nouakchott. C'est bien, mais qui c'est qui va construire la route ? C'est pas les Mauritaniens, c'est pas les Algériens. On le sait très bien. C'est une main-d'œuvre africaine qui va construire la route. Est-ce que le problème a été posé en commission mixte algéro-mauritanienne ? Je ne sais pas. C'est dommage que ces choses-là ne soient pas inscrites dans l'agenda de la négociation.
Parce qu'on le sait très bien que la main-d'œuvre est une main-d'œuvre africaine. Les Mauritaniens ne construisent pas de route, et la main-d'œuvre algérienne ne va pas aller à Tamanrasset construire une route. C'est pas vrai. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc on sait très bien que c'est des Sénégalais, c'est des Maliens qui vont venir. C'est ça la main-d'œuvre. Et pour pouvoir lancer ces projets, il faut régulariser justement. Voilà. Tout ça, ça fait partie d'une amélioration du climat des affaires, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure. Et j'adhère totalement à votre démarche. C'est bien que ces problèmes qui sont généralement qu'on ne voit pas ou qu'on fait semblant de ne pas voir, parfois c'est malheureux de le dire, mais en tout cas ils doivent être exposés entre Algériens et nos amis africains dans toute sérénité, dans un climat de confiance, parce que l'objectif c'est de créer un partenariat gagnant-gagnant. Si on a des Maliens qui viennent travailler chez nous ou des Sénégalais, on arrive à les payer, régulariser, et que la route se construit, qui c'est qui est gagnant? C'est l'Algérie. Exactement. Donc, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut changer de mentalité et avoir une mentalité d'intégration africaine d'abord. Ce qu'ont fait les Européens. D'abord, ils nous ont colonisés. Ils nous ont spoilés. Ils nous ont pris toutes nos ressources minérales. C'est vrai, il faut le dire. Aujourd'hui, on leur demande des comptes. Ils font semblant de dire que c'est une colonisation positive. C'est pas vrai. La colonisation, elle est négative. Il y a des gens qui ont perdu leur terre. Il y a des gens qui ont été transposés d'une région à une autre. On trouve des gens de Chaouia, on les trouve du côté de déportés, exilés. Voilà, donc il faut arrêter de se raconter des histoires. La meilleure réparation, c'est qu'elle soit faite par les Africains. C'est les Africains qui doivent prendre en charge leur destin et se réparer eux-mêmes et pour en sortir plus fort. Exactement, et on va terminer sur cette note positive. Voilà, l'Afrique, l'Afrique aux Africains, comme disait si bien le roi algérien Massinissa. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Mansour Bouderba. Je rappelle que vous êtes vice-président de la CAPSE. Merci à Samuel Akizmala, chef d'entreprise, Mazoura Lahiani, chef d'entreprise également. Merci à notre réalisatrice Chourouk et Adlan à la console. Merci.